Si je devais citer ma période préférée du cinéma américain, la SF de la fin des années 60 jusqu'au milieu 70 serait sans aucun doute dans le haut du panier. D'apparence, c'est loin d'être une époque qui a très bien vieilli, mais qui a quand même su rester très influente dans la pop culture. On sortait des productions au début des années 60 qui reposaient souvent sur un high concept, en tout cas pour l'époque, venant profiter des avancées technologiques ainsi que du contexte géopolitique, comme avec la guerre froide ou le progrès spatial par exemple. Dans les années 60, des scénarios comme La machine à voyager dans le temps ou Le voyage fantastique cherchent à émerveiller le public de l'avancée de l'homme dans la science, en rêvant d'un futur où on serait capable d'accomplir des prouesses qu'on n'est en réalité toujours pas capable de faire. Puis les années 70 vont venir utiliser cette science-fiction pour questionner notre usage du progrès et les fondements même de notre civilisation. Dans les classiques à ce niveau, on peut citer des dystopies comme le Rollerball de 75, L'âge de cristal, voire même La planète sauvage de André Laloux. Un contraste très fort avec le cinéma à grand budget dans les 2 décennies qui vont suivre, avec en premier front la trilogie Star Wars, E.T. ou la trilogie Retour vers le futur, qui va à l'inverse émerveiller toute une génération dans la bonne grosse habitude d'Hollywood de fonctionner par cycle. Donc comme je suis quelqu'un qui respire la joie de vivre, c'est donc du cinéma bien pessimiste des années 70 dont on va parler, avec un film qui va justement amorcer cette vague. I've tucked my crew in for the long sleep and I'll be joining them. La planète des singes est un film sorti en 1968 et adapté du roman de Pierre Boulle paru 5 ans plus tôt. On y suit George Taylor, capitaine de sa mission spatiale, qui va se retrouver sur une planète où l'homme est encore au stade primitif, et les singes sont l'espèce dominante. Capturé et rendu muet par une blessure pendant une partie du film, il va devoir par tous les moyens prouver son humanité, si on peut encore l'appeler comme ça, face à un peuple à la fois croyant et très sceptique. Après quelques péripéties, il réussira à obtenir sa liberté, avant que la toute fin du film ne nous révèle dans un plan culte qu'il se trouve en réalité sur sa planète, mais dans un lointain futur, et que son espèce s'est sans doute entretuée dans une guerre nucléaire, avant de finalement revenir à un état primitif. Le premier film va rapidement engendrer une saga, avec 4 autres films, tous dans la même continuité, et qui vont sortir entre 1970 et 73. Un par an, autant dire qu'ils étaient vachement productifs. Après le 5e film nommé La bataille de la planète des singes, ce sera silence radio pendant près de 30 ans au cinéma, avant un reboot par Tim Burton qui ne donnera qu'un seul film, puis la dernière série de films en date que la majorité du public connaît. Et qu'on se le dise directement, si on enlève le roman dont je suis pas un grand fan, et le film de Tim Burton qui est assez inégal tout en ayant quelques bonnes idées, j'adore presque autant l'une que l'autre ces 2 séries de films, et elles rentrent clairement dans les franchises les plus solides du cinéma, ayant su se renouveler, mais aussi profiter de l'absence d'un grand nom derrière les projets d'origine. C'est pas une série de films avec un créatif influent et récurrent, mais plutôt un héritage qui se transmet avec une toute nouvelle façon d'aborder les thématiques traitées dans le roman. En plus, au fur et à mesure, de réussir à développer une longue histoire simiesque. Mais ce qui va très précisément nous intéresser ici, c'est le premier film dans son ensemble. Je vais évidemment revenir sur sa fin, mais j'en profite pour dire que durant l'écriture de cette vidéo, sur la chaîne d'écran large, Judith Beauvalet a analysé de manière bien plus détaillée la fin. Je vous renvoie donc vers cette vidéo pour plus de détails dessus, elle est très intéressante. Dans mon cas avec ce film, j'aimerais d'abord aborder une critique qui pourrait s'étendre à un grand nombre d'œuvres, mais que La planète des singes illustre et désamorce très bien à mon goût, la question de la politique dans la fiction et le fait d'enfoncer des portes ouvertes. Le soi-disant manque de subtilité que ça pourra avoir dans le propos qu'un film ou n'importe quoi d'autre cherche à développer. Puis un point évidemment relié à ça, comment le film s'inscrit aussi bien dans ce mouvement, voire cette formule progresso-sceptique de la SF des années 70, qu'il va pratiquement engendrer au cinéma, aux côtés de 2001 l'Odyssée de l'espace. Bref, vous l'aurez compris, on va parler passion ciné aujourd'hui avec La planète des singes. Dans les nombreux thèmes que le film et la franchise peuvent traiter, le racisme et plus précisément le suprémacisme sont les plus récurrents, jusqu'au dernier film qui plonge à fond dedans. La seconde séquence la plus importante du film à ce propos est justement un parfait moyen d'illustrer cette thématique, et la caricature qu'elle propose de situations bien réelles. Celle du procès de Taylor. Littéralement mis à nu, les singes vont chercher à tester Taylor sur son humanité, ainsi que son intelligence, pour être considéré comme l'égal des singes. Un procès en réalité couru d'avance. Fatalité tout autant frustrante qu'on la partage avec Taylor. D'abord vu comme un monstre génétiquement modifié que Zaira et Cornelius doivent défendre en prenant la parole à sa place, Taylor lui doit rester calme malgré l'absence totale de considération qui lui est allouée. La mise en scène est très intelligente à ce moment, car la caméra va souvent suivre Zaius, il domine le procès par sa position de pouvoir, il bouge très souvent, mais la caméra sait toujours se placer de sorte à le montrer en figure d'autorité,
notamment sur Cornelius et Zaira, comme dans ce plan où même après cette levée, elle reste plus petite et sous le contrôle de Zaius. Le Conseil a aussi une autorité très importante qu'il symbolise en leur donnant le droit d'objection. Ils peuvent littéralement couper un plan brusquement, tandis que nos 3 accusés ont toujours le droit à un temps d'attente, après le début d'un plan, pour justement s'exprimer. Puis juste après ça, une séquence qui vient couper ce procès en 2, où l'on apprend notamment que l'un des anciens compagnons de Taylor a été opéré de force afin de le faire taire. Un moment de rupture, très littéralement, où, rempli de haine, il ne cherchera plus à parler calmement, mais se contentera de déballer leur cas de vérité au Conseil, que ces derniers le prennent pour un fou ou non. Cette scène est fondamentale, puisqu'elle cristallise une bonne partie de ce que le film veut raconter, et soigne très bien sa mise en scène, aussi bien pour opposer que montrer les rapports de force qui s'imposent en jouant sur notre frustration en la visionnant. Parce qu'en tant que spectateur, on se trouve vachement intelligent en observant le point de vue de Taylor, face à un tel ramassis de mauvaise foi et de stupidité. Ce moment classique où l'antagonisme, voire la situation est tellement caricaturale qu'on n'y croit plus. Que l'exagération d'une métaphore ou situation dessert le propos, car elle ne le traitera pas de façon suffisamment complexe ou nuancée. C'est un reproche que j'ai souvent eu aussi, notamment auprès de la filmographie de Bong Joon-ho, avec des films comme Okja, très insistants sur leurs propos, car c'est sous-estimer un peu les problématiques qu'ils mettent en lumière, quelque chose que l'actualité politique française ne fait que démontrer, tant le procès de la plaine des singes ne semble pas si éloigné de ce qu'on peut retrouver dans beaucoup de débats publics, qui, comme dans le film d'ailleurs, sont souvent tenus par une classe aisée, donneuse de leçons, et soi-disant porteuse de la bonne parole. Mais on va pas trop s'étendre parce que la question de la lutte des classes elle concerne plutôt Zaira et Cornelius, et ici on va revenir sur Taylor. D'autant qu'en plus d'appuyer cette réalité, le film va en réalité la nuancer, puisqu'il va expliquer dans la scène suivante que toute cette mauvaise foi est consciente, cynique et exploitée, dans une séquence plus intime. Zaius, l'un des singes en opposition avec la soi-disant intelligence de Taylor, va cette fois le traiter pratiquement comme son égal. La mise en scène n'insiste plus sur les rapports de force, le cadre réunit souvent les deux personnages, ils sont plus proches physiquement. Même si Taylor a les mains enchaînées, plutôt qu'un dialogue de sourds, c'est une vraie conversation qui va se construire. Zaius appelant même l'homme par son prénom. Where is your nest, Taylor? Montrant que ce racisme absurde est en réalité empli d'un complexe d'infériorité, mais aussi d'une peur viscérale de quelque chose que le singe n'arrive pas à comprendre et voit comme une vraie menace, comme il le dit très littéralement. On réunit donc les personnages à un moment où le film, en général, va chercher à inverser un petit peu les rapports de force dans sa dernière partie justement. Tout le long du récit, le point de vue de Taylor qui nous est imposé, et ce qu'il subit nous le rend plus sympathique qu'il ne le serait en d'autres circonstances. Il se montre très pessimiste vis-à-vis de l'espèce humaine, c'est d'ailleurs la raison même qui le pousse à mener sa mission, et ne va pas montrer de biais raciste ou suprémaciste pendant le début du film, plutôt l'inverse en réalité. En tant que capitaine et homme de science, son pragmatisme s'observe dès l'un des premiers dialogues, où il dit froidement que ce voyage a duré 2000 ans, et que tout ce qu'ils connaissent n'existe sûrement plus, avant de rigoler en voyant un de ses confrères poser un drapeau des États-Unis sur le sol. Une attache et compréhension du personnage qui le rend très identifiable, notamment aujourd'hui, à une période où l'hégémonie américaine a pris un sacré coup. Encore plus parlant, bien plus tard dans le film, quand il évoquera le drapeau justement, il parlera du drapeau de ses compatriotes, ne s'incluant même pas dans sa propre nation. Un détachement toujours très fort, il aura même une discussion bien plus cinglante sur l'avenir de l'espèce humaine avec Landon, peu de temps après leur atterrissage. Ayant conscience que sans Stewart, la seule femme de l'équipage, ils sont condamnés à mourir sans héritage à des années-lumière de chez eux. Tout le long de la discussion, en plus d'être écrasé auparavant par le décor, Taylor est en avance constante sur Landon. Il sait ce qu'il pense, pourquoi il s'est embarqué, mais aussi très littéralement, puisqu'il est toujours devant lui en lui faisant la leçon. La dynamique avec Dodge est différente, puisqu'il est l'homme en quête de savoir, tout en étant moins pessimiste que Taylor. Pour autant, l'ego et l'aspect suprémaciste du personnage ne se dévoilent que durant 2 moments très précis, avec un point commun, Zaius. Vu comme le suprémaciste du côté des singes, on a parlé rapidement de leur première discussion, mais la seconde est encore plus fascinante. Le contexte d'abord est un rapport de force inversé. Taylor tient le singe en otage, qui se retrouve presque dans une position du procès, qu'il infligeait plus tôt. Malgré toutes les évidences, Zaius nie l'intelligence potentielle de l'homme et approuve la dominance totale du singe. Il est d'ailleurs toujours montré comme dominant dans le cadre, en particulier par rapport à Cornelius. Taylor, lui, tout en méprisant toujours l'espèce humaine, cherche ironiquement à montrer qu'elle était plus avancée, et présente avant les singes. Même pire, après que Zaius, cette fois ligoté, lui demande pourquoi l'espèce humaine aurait autant régressé, ses premières réponses sont des catastrophes naturelles, extérieures au comportement humain.
Mais juste après ça, dans une dernière conversation avant la séquence finale, Taylor et nous en même temps comprenons qu'il savait depuis le début. Il va demander à Cornelius de lire un vieux verset d'un ancien singe qui expose la nature méprisable et autodestructrice de l'homme, qui doit rester à un stade primitif. Et la réponse de Taylor à ça, c'est un long silence. Lui qui pendant tout le film a cherché à s'exprimer et imposer son récit, ne peut réfuter ce qu'il était le premier à défendre au début du film. Sa dernière interaction avec Zaius va d'ailleurs là aussi conclure avec brio leur relation de rapport de force qui s'inverse et se confond. Dans un champ contre champ final, Taylor est à cheval, à l'ascendant physique, il décide de ce qu'il va faire et où il va, pourtant la caméra et les apparences nous mentent, car c'est Zaius qui sait vers où Taylor se dirige, ce qu'il va rencontrer, sa destinée, celle de son espèce. Je vais donc forcément revenir sur la fin rapidement, c'est l'uppercut final qui vient à la fois valider la vision de Taylor, mais aussi justifier la position réactionnaire de Zaius. Il sait que le progrès a mené l'homme à la destruction, et choisit l'obscurantisme dans une envie de protéger et de ne pas tomber dans les mêmes vices que l'humanité. Là-dessus, cette séquence est magistrale, tant elle fait tomber le dernier rempart de Taylor. C'est bien lui qui avait raison, son humanité, celle qu'il a connue, est bien détruite, comme il l'avait annoncé à ses compagnons 1h30 plus tôt. Zaira et Cornelius vont être condamnés pour hérésie afin d'endiguer le progrès, Zaius va garder le secret sur l'humanité pour protéger et garder le contrôle de la société simiesque. Et Taylor, quant à lui, va vivre seul ou presque, avec le poids de l'échec de l'humanité en tant que civilisation. Et Nova, elle est simplement heureuse d'être libre. Ouais, parfois ça a des avantages d'être incivilisé. Je ne dirais pas que La planète des singes est un film très subtil, plutôt qu'il pose tellement de questions sans donner de réponse que sa fin pourrait difficilement être plus à propos. La situation finale laisse entendre que Zaius, malgré toutes les merdes qu'il a pu faire, a des raisons nobles et surtout non sans fondement d'agir. Des méthodes qui mèneront les singes à l'immobilisme scientifique et sans doute social, mais là pour éviter le même destin que va connaître l'humanité. Cornelius et Zaira sont des victimes collatérales du comportement de l'humanité qui poussent les singes à ne pas chercher le progrès scientifique. Une obsession qui fait sens avec la trajectoire des États-Unis à ce moment, et même la géopolitique mondiale. Les questions sur les droits des personnes afro-américaines qui ont fait rage pendant le début des années 60 et qui feront encore plus écho à la sortie du film, 3 semaines après l'assassinat de Martin Luther King. En pleine guerre froide, durant un macartisme qu'on pourrait comparer au traitement que vont subir Zaira et Cornelius, et qui touchera d'ailleurs directement le scénariste du film. En parallèle, la même année, on découvre aussi 2001 l'Odyssée de l'espace, encore de la science-fiction très critique de son temps, et sur le virage que va prendre l'humanité. C'est pour ça également qu'il est encore considéré comme culte et marquant, à la manière de The Thing de Carpenter, sur lequel je suis déjà revenu là, ou La Nuit des Morts Vivants de Romero. Un véritable vecteur de son époque, qui va définir ce cinéma de science-fiction presque nihiliste avant le bouleversement Star Wars, et la montée en puissance à nouveau des grosses productions hollywoodiennes. Un nihilisme incarné par son protagoniste Taylor, sur lequel j'aimerais bien en remettre une petite couche. Tout le drame du personnage, c'est qu'il ne dépasse jamais sa condition d'être humain pessimiste, et plus précisément d'homme blanc américain, tout en ayant parfaitement conscience des failles que l'humanité, la course au pouvoir et le système dans lequel il vit vont créer. Il n'est pas conservateur, parfois même plutôt ouvert d'esprit. Son baiser avec Zaira à la fin est particulièrement parlant. Je rappelle que 10 ans plus tôt, voir un personnage noir et blanc s'embrasser apparaissait comme une décadence civilisationnelle. Mais il est limité à une position de personnage savant, se croyant plus éclairé que la moyenne, mais ne cherchant pas à changer les choses. London va lui-même suggérer au début que cette mission ne serait qu'une fuite qui va d'ailleurs être son objectif pendant une bonne partie du film. La révélation finale fait de lui un personnage éclairé à son plus grand désarroi, mais qui ici, en l'occurrence, n'a plus personne pour l'écouter ou le comprendre. Une fin qui fait écho facilement à un autre film avec Charles Heston en protagoniste, Soleil Vert. Là aussi une conclusion dramatique, l'humanité contrainte au cannibalisme, sans s'en rendre compte, et un Charles Heston criant une vérité qu'il avait du mal à concevoir, et pourtant cherchait désespérément pendant tout le film. Par un personnage qui, là encore, ne montre pas une morale à toute épreuve, mais va se retrouver en homme savant qui devient presque fou. Un héritage qui pourrait venir aussi bien de la littérature SF des années 60 que certains de ses films adaptent, que des travaux de Lovecraft. Un Charles Heston qui, dans les années 60, va d'ailleurs militer pour le droit des acteurs via des syndicats, en soutenant et participant au mouvement des droits civiques pour les personnes afro-américaines notamment, avant de faire un grand virage de chez les démocrates qu'il soutenait pour passer du côté des républicains vers la fin des années 70. Ce changement de mentalité est intéressant puisqu'il s'applique pas mal à la façon d'aborder le cinéma d'anticipation, science-fiction incluse,
voire le virage qu'a pris la fiction dans l'inconscient populaire. Personne aujourd'hui ne nierait le message politique de La planète des singes, ou encore ne le trouverait trop présent, niais ou moralisateur, parce qu'on a le recul pour le décrypter et comprendre de quoi il découle. Encore mieux, c'est un film dont les inquiétudes et mises en garde résonnent encore bientôt 60 ans plus tard. La séquence du procès est effrayante quand on la met en parallèle de certaines vraies discussions qui peuvent tenir sur les plateaux télé français en 2026, un ramassis de mauvaise foi ne servant qu'une chose, servir l'immobilisme, les idées réactionnaires et conservatrices, ne pas interroger sérieusement des problèmes de société, nier toute forme de contestation, tout en cherchant des coupables qui bafouent les principes de la société. Un cynisme tellement abject qu'on en arriverait presque à se demander s'il ne découle pas d'une simple bêtise profonde. C'est ce que la fiction, et très souvent la pop et contre-culture, doit servir à dénoncer, alerter sur les dérives d'un pouvoir médiatique et de décisions concentrées dans les mains d'une élite. Sauf quand on décide de nier l'importance et les partis pris de ces œuvres, aujourd'hui ce serait plutôt des secteurs comme le jeu vidéo qui seraient victimes de cette façon de penser. Même si le cinéma, notamment les œuvres destinées à un grand public, est aussi victime de ça. Observable notamment, non pas dans le cinéma de SF des années 60-70, mais ce qui va lui succéder. Le blockbuster des années 80-90. Je vais pas expliquer en quoi des films comme Jurassic Park, la trilogie Star Wars ou encore E.T. offrent des messages eux aussi politiques. Par contre, les 2 décennies ayant été bien plus exploitées comme terreau nostalgique ces 15 dernières années, on a rapidement observé une frange du public très opposée à l'insertion de la politique dans ces œuvres, en particulier quand elles viennent soutenir des mouvements sociaux, réclamant plus de droits pour des minorités par exemple. Dans le tas bien sûr des personnes cherchant clairement à faire progresser leur agenda politique et leur haine de ces minorités, mais aussi une partie non négligeable de personnes ne voulant pas s'intéresser à ces sujets, en prenant souvent que ce n'est que de la manipulation et ayant une approche très pessimiste de ces luttes et leurs intérêts. Oui, c'est le moment où on reparle de Taylor, encore. Un personnage qui s'enferme dans un cynisme et un détachement très fort de l'avenir de l'humanité, montré comme plus rationnel que certains par cette mise à l'écart, jusqu'à ce que la situation le concerne directement. Possédant le recul pour voir les erreurs de l'humanité, mais qui va se défendre de sa supériorité à tout prix, une fois son ego personnel touché. Un homme qui a fui pour un monde qu'il espère meilleur, curieux, mais qui n'aura finalement le droit qu'aux conséquences de l'échec de l'humanité. Comme s'il vivait par avance ce que l'humanité va causer, et ne peut que s'apitoyer sur l'égoïsme dont a fait preuve son espèce. Et dont il a fait par la même occasion preuve en fuyant. Bref, Taylor, au fond, c'est juste un homme comme les autres, dans une situation à la fois privilégiée, mais aussi tragique. Et les dernières paroles de Zaius concluront très bien cette partie pour moi. What will he find out there, Doctor? His destiny. La planète des singes et la SF de cette période avaient bon dos de foutre une claque dans la gueule à notre espèce, en nous disant que c'était déjà trop tard, que c'est notre destin de périr, dans certains cas sûrement par cynisme, mais aussi pour servir d'alerte, et pour cette raison, ils n'ont pas toujours été très subtils. Ce n'est pas forcément un gage de qualité que de disséminer ces propos. Il peut y avoir des raisons de le faire, mais c'est pas nécessaire. L'objectif est pas de prendre le spectateur pour un idiot, souvent plutôt d'accentuer l'absurdité des situations qu'on laisse passer. Des films comme Okja mentionné plus tôt, Mickey 17 plus récemment ou encore le Superman de James Gunn seront et sont même déjà pour le premier des symboles forts de ce qui se passe en ce moment. Et dire que la fiction aujourd'hui est plus politisée qu'auparavant, c'est un non-sens. Des débuts du cinéma marqués par le progrès technique d'époque, au Comic Code Authority des années 50 restreignant notamment la liberté des auteurs de BD, en passant par la censure des animés japonais en France fin des années 90, ou dans le jeu vidéo le lobbying militaire des shooters fin des années 2000, début 2010 pour justifier l'interventionnisme américain, on est simplement soit passé à côté, soit avons décidé de l'ignorer pour se concentrer sur notre bulle, s'évader dans une fiction qui ne devrait soi-disant pas nous rappeler le monde dans lequel on vit. La planète des singes n'en est qu'un exemple parmi d'autres, ayant le mérite d'être brillamment pertinent et d'avoir su accompagner la pop culture pendant près de 60 ans. Si vous êtes encore ici, déjà, merci, et vous avez sûrement vu le premier film La planète des singes, ou alors votre curiosité vous honore. Dans tous les cas, c'est l'occasion de mieux découvrir la saga, voire même le livre, qui sert de bon point de départ également. Ce premier film va poser beaucoup de thèmes et interrogations développés dans les suites, reboot et réinterprétation, que ce soit sur le suprémacisme et le racisme, notre tendance autodestructrice, la légitimité des luttes et les violences qu'elles impliquent. Certains films vont pas mal souffrir de leur contexte de production, la suite de ce premier film par exemple, qui va un petit peu s'éparpiller à cause des différentes idées qu'il a eues pendant la pré-production. Le film de Tim Burton, comme mentionné plus tôt, a beaucoup de bonnes idées, mais est très inégal. La planète des singes, les origines, est pas non plus le must-have de la dernière série,
mais ça reste une saga globalement très constante dans ses qualités et intéressante à visionner, qui ne se repose pas sur une vision d'auteur unique, ou un lore et une chronologie qui fait le bonheur des détectives, mais de frontalement interroger nos interactions sociales et comment elles influencent notre monde. Sur ce, prochaine vidéo, on revient sur un sujet peut-être un peu plus léger, peut-être.